Voilà. Bonjour tout le monde. Un coup de sonnette pour dire qu'on commence. Donc, un peu les renseignements de l'actualité. Donc, les fleurs, réunion de fleurs, on n'en a pas eu en janvier. On aura la prochaine réunion le 23 février. Donc, ici, dans le local, à partir de... c'est combien maintenant 18h. De 18h à peu près 20h. On disait 19h30, mais on n'a jamais fini à 19h30, donc on va dire 20h. Voilà, donc ça va reprendre un peu à la fois. On est déjà occupé de regarder pour les excursions et tout ça. Ça se met en route, tout doucement. Comment ? Le 23 février. Donc c'est à partir de là souvent qu'on commence les semis et tout ça aussi. Oui, donc en janvier, il n'y a pas encore beaucoup à faire. Déjà pour la taille et tout ça, il vaut mieux attendre le mois de mars. Donc là, ça sera tout juste pour parler de toutes ces choses-là. Fin février. Et la réunion suivante sera certainement dans les environs de la même date, mais au mois de mars. On a plus ou moins prévu, mais on n'a pas encore définitivement mis en place la date. Donc on le dira le jour de la réunion, tout au moins au 23. Et peut-être déjà les premières excursions. Ceux qui ont l'habitude de venir, ils ont déjà reçu par Annie les possibilités, donc par Internet, alors par mail, les possibilités de visite de foires au jardin, etc. ici dans le début de l'année. Le nouveau catalogue, Monique, il travaille très ardu, donc ça va sortir. Pourquoi le nouveau? Parce qu'il y a des choses qui ont été supprimées, qu'on ne trouve plus, mais elle a aussi fait beaucoup de recherches et il y a parfois, pour la même variété, différents noms. Donc elle a aussi remis plus ou moins ensemble les différents noms sur une ligne avec un numéro. Ça ne sert à rien qu'on a 5 boîtes avec la même chose. Finalement, c'est un peu ridicule. Ça dépend parfois le producteur. Ou les anciens noms, des nouveaux noms, parfois ils changent de nom. C'est un peu compliqué pour certains trucs. Bon, parce que quand on cherche un nom, par exemple, sur Internet, on tombe souvent sur exactement la même image, exactement la même explication, et finalement, donc, voilà, elle corrige un petit peu tout ça, les fautes d'orthographe aussi, des choses comme ça. Voilà. Les oignons, les échalotes, il y a des topinambours aussi qui sont arrivés, donc profitez-en, c'est quand même un peu moins cher qu'au magasin. Il y a quelques groseilliers et cassis qui sont disponibles là aussi. Et encore un dernier gingembre rustique par ici qui est disponible aussi. C'est un peu cher, mais bon, c'est quand même une chose qu'on ne va pas trouver facilement. Nous, on a été chercher à eux en France, c'est en Normandie, je pense, à quelqu'un qui fait souvent des tours un peu partout dans le monde et qui ramène des choses qui pourraient être intéressantes par ici. Donc il les essaye chez lui et là on avait trouvé intéressant d'avoir ces gingembres. C'est quand même quelque chose de plus en plus qui est utilisé aussi en cuisine. Donc c'est des rhizomes qu'on va planter après les premières gelées pour la première année, pour être sûr qu'on n'a pas de... C'est vivace. C'est vivace, donc c'est un rhizome. On peut mettre en pot alors On pourrait mettre en pot, mais à ce moment-là, il faudra peut-être quand même le rentrer l'hiver. Parce qu'en pot, ça gèle en travers, parce que bon, c'est au-dessus du sol, ou bien il faut enterrer le pot. Oui, quelqu'un qui a un balcon ou quelque chose, il pourrait le faire en pot. Mais quand il gèle, il faut quand même le mettre sous abri. Pas nécessairement tout l'hiver. Mais les jours qui prévoient des gelées, et surtout quand c'est une durée prolongée. Un -2 pour une nuit pendant 1 heure, ça c'est rien. Mais -2 pendant 5 jours, là ça peut devenir plus problématique. Bon, écoutez là.
pour récolter, ben, il faut déterrer et puis replanter un bout avec c'est un petit peu un rhizome. C'est Ça racine, peut en fait. un peu ressembler à un topinambour. Donc tu as des endroits où ce que tu vois qu'il y a des nœuds, donc il faut au moins laisser un bout ou la première année peut-être le multiplier pour en garder un sans trop toucher et alors utiliser les autres à manger. Mais on peut faire à n'importe quel moment de l'année. Ou c'est comme les pommes de terre que tu as... Je pense que c'est mieux en hiver ou au printemps hein, de le faire. Peut-être bien que tu peux le remettre directement aussi. J'ai pas encore l'expérience. Ouais, Je ne c'est sais pas encore vraiment dire. Mais moi je dirais, la première année, vous le laissez pousser un petit peu, vous le divisez au printemps prochain. Et après, tu en gardes une choc que tu ne touches pas trop et tu travailles avec l'autre et ainsi de suite. Quoi. Voilà, moi, c'est ce que je pense faire. Maintenant, chacun y fait comme il veut. Ça, c'est pour après. À faire en février. Donc, la taille des vignes. Donc, c'est janvier-février. Donc, on laisse la charpente. La charpente, ça veut dire le gros bois. Et à chaque branche qui a poussé l'année passée, on réduit à 2, 3 ou 4 bourgeons. Certaines variétés n'aiment pas une taille trop courte, mais la plupart, c'est 2, 3 bourgeons. Donc un bourgeon, c'est là où il y a un petit renflement. On voit très bien où ce que ça se trouve. On ne voit pas encore le bourgeon, mais on voit l'emplacement où il y a eu la feuille. Et c'est là que le bourgeon va sortir au mois de mars souvent. Pourquoi on ne taille pas plus tôt? Parce que quand il bourgeonne vite et qu'on l'a coupé court, ça pourrait geler. Surtout s'ils sont dehors, même en serre froide. Ils pourraient geler. Donc, s'ils sont gelés, on ne les a plus. Et c'est toujours les derniers bourgeons qui germent ou qui débourgeonnent en premier. Donc si ceux-là ils gèlent, on doit raccourcir de toute façon, mais les autres sont encore en dormance, donc ils n'ont pas subi le gel. Donc c'est une question de sécurité. Et tailler trop tard, vous allez avoir la vigne qui va pleurer beaucoup. Pleurer, ça veut dire que la sève va s'écouler. Et c'est quand même un peu de perte de vigueur pour les bourgeons qui doivent éclore et qui doivent pousser. Donc la vigne donne des fruits que sur le bois de l'année même. Donc sur l'ancien bois, il n'y a plus du tout de fruits qui viennent. Donc ça ne sert à rien de couper très court. Même dans les selles là, de la branche, il y a encore un bourgeon latent là aussi qui pourrait prendre la relève. Mais on n'aura certainement pas de fruits dessus la première année. C'est souvent que sur le deuxième bourgeon qu'ils viennent des grappes. Donc sur le premier bourgeon, souvent, on a une tige avec des feuilles, mais pas de floraison. On peut la laisser, et alors à ce moment-là, l'année d'après, on peut couper plus loin et garder cette tige-là qui va aussi faire 2, 3 nouvelles branches. En théorie, c'est peut-être pas facile à comprendre ce que j'explique. J'espère que vous avez plus ou moins compris. Voilà, donc c'est le moment. Les kiwis aussi, maintenant, je dirais que c'est un peu tard. Ça devient tard, parce qu'eux, ils pleurent, ils perdent leur sève encore beaucoup plus. Ça coule vraiment. Donc là, logiquement, on taille ça en novembre, décembre. Janvier, si c'est un mois de janvier froid, ça peut encore aller. À partir de février-mars, c'est trop tard, à mon avis. À ce moment-là, s'il faudra tailler, attendez qu'il y a des feuilles. À ce moment-là, les feuilles, elles absorbent la sève et il y a beaucoup moins de coulure qui va se faire au niveau de la plaie. Et la plaie va se refermer. Ceux qui ont été coupés avant l'hiver, ben, la plaie elle est refermée et ça ne soigne quasi plus. En principe, ça ne soigne même plus du tout. Voilà, tailler les fruitiers. Nous, on préfère toujours la taille en été, donc la taille en verre. Celui qui n'a pas fait ou qui n'a pas fait au mois de septembre et qui a quand même des longs bouts, il peut encore le faire. Ils sont en bourgeon aussi.
Comment? Ils sont en bourgeon. Ils sont en bourgeon. Bon, pas encore beaucoup. Ah, moi, hein. tous mes cassis sont en bourgeon. Oui, cassis. Moi, je parle de pommes de bois. Ah, Oui, le cassis, les petits fruitiers. oui, ça c'est autre chose. Ah, d'accord, ok. Ça c'est autre chose. Donc ici, je parle plutôt pommes et poires. Ah, ok. Donc on peut encore tailler maintenant. Il y a des gens qui taillent que en hiver aussi. Nous, on n'aime pas. Bon, je ne vais pas aller vraiment dans les détails, mais il y a beaucoup d'avantages. On voit ce qu'on fait. La plaie cicatrise très vite en été quand il fait chaud. Donc il y a moins d'entrées possibles de virus et de maladies, etc. Les yeux qui restent, les bourgeons qui restent vont se transformer une année plus vite aussi en fruits. Donc on gagne à la production aussi. Donc ça, il faudrait re-regarder sur le cours de taille qui a été enregistré. Là, j'ai expliqué ça en long et en large. Ne touchez surtout pas aux prunes et aux cerises. Parce que là, vous allez avoir un écoulement de sève, surtout des fines petites branches, c'est pas encore trop grave, mais dès que c'est une taille un peu plus importante, et dans les 2-3 ans, votre arbre est mort. Donc il y a un écoulement de sève, et ça fait même des paquets durs qui viennent dessus, bruns comme ça, brun clair, et l'arbre va y passer. Dans le jardin d'ornement, la plupart des choses doivent être taillées qu'à partir du mois de mars, encore une fois pour la même raison, comme les rosiers par exemple aussi. Les rosiers qui fleurissent sur le bois de l'année, hein, parce que les rosiers qui fleurissent qu'une seule fois, fleurissent sur le bois de l'année d'avant. Donc si vous taillez au printemps, vous n'avez pas de fleurs. Hein. Donc là, il faut voir un petit peu. Et en règle générale, tout ce qui fleurit au printemps, on n'y touche pas jusqu'à ce que ça a fleuri. Et on taille juste après la floraison. Sinon, on coupe toutes les fleurs. C'est quand même con d'avoir planté quelque chose pour avoir des fleurs et couper les tiges avant qu'ils fleurissent. Hein, donc, les glycines, les clématites et tout ça, c'est à partir du mois de mars. Les rosiers, à partir du mois de mars. On va sûrement en parler aussi aux réunions fleurs. Alors, même les autres choses, hein, les graminées et tout ça, les fougères et tout, début mars, c'est le moment. Parce que là, toute cette verdure qui est restée protège le pied, en fait. Hein, donc, La lavande aussi. la lavande n'aime pas trop d'être taillée très sévèrement. Une lavande, quand on voit les champs de lavande, tous les ans, ils coupent avec les fleurs. Hein. Donc la lavande aime bien d'être taillée dans le bois jeune et pas sur les vieux bois. Donc, oui, la lavande, il faut attendre qu'elle fleurisse au moins hein, pour couper, pour tailler. Voilà, mais donc ça se taille en début d'été, là, hein, quand ils sont en fleurs. Et eux, ils les taillent automatiquement parce qu'ils récoltent les fleurs. Ben, nous, on peut les tailler après, en fin de floraison. Quoi. En fin de floraison. Ouais, Ou pour mettre les fleurs en bouquet, éventuellement. Ou faire sécher, ou ce qu'on veut. Et j'ai encore vu une émission là-dessus, qu'ils les coupent. Alors ils disent si on les fait sécher rapidement, ils gardent leur couleur aussi. Mais de toute façon, des fleurs séchées, on les met dans l'obscurité hein, pour sécher. Ventilées, bien sûr, mais dans l'obscurité pour toutes les fleurs qu'on veut faire sécher, pour garder la couleur. Parce que c'est la lumière qui détériore les couleurs. Bon, ça, c'était pas prévu. Hein. Planter ou déplanter des arbres et des arbustes, c'est le moment. C'est encore le moment. Le meilleur moment, c'est novembre, fin octobre, novembre, décembre. Mais c'est encore très bien faisable. On va peut-être perdre une année de fructification si c'est des fruitiers. Un peu moins de floraison peut-être si c'est des choses pour les fleurs. Peut-être, on sait encore non. Jusqu'à peu près le 15 mars, en racine nue, hein. Quand c'est en pot, là c'est différent.
mais faites attention en pot. Parfois, ceux qui les cultivent, ils commencent par un petit pot, un peu plus grand, un peu plus grand, un peu plus grand. Et alors, si c'est quelque chose qui a poussé sur plusieurs années, parfois il y a des chignons qui se sont faits et qu'on ne voit plus quand on dépote, parce qu'ils sont cachés par le nouveau terreau qui a été autour. Et à ce moment-là, l'arbre ou l'arbuste va pousser pendant 4, 5, 6 ans, mais avec une tempête, il va tomber parce que le chignon va continuer à pousser en rond et les racines ne vont pas s'émettre en profondeur et en largeur sur le sol. Donc, moi, je conseille quand même, quand on achète un pot, une fois aller voir dans le terreau, quitte à enlever un peu de terreau, hein, pour voir s'il n'y a pas un chignon caché. Souvent, on voit le chignon déjà aux alentours du terreau. Ça, c'est quand ça a été rempoté bien avant. Mais quand c'est un rempotage qui a été fait en automne, mettons, les racines n'auront pas encore eu le temps de se propager dans le pot et on ne verra pas grand-chose. Donc regardez, et alors il faut essayer d'ouvrir. Bon, parfois on est obligé de couper un peu. Il ne faut pas exagérer non plus, il ne faut pas couper toutes les racines. Plutôt essayer d'un petit peu tirer et de les ouvrir. Du moment qu'ils vont vers le bas ou vers l'extérieur, ils vont continuer à pousser. S'ils sont tournés en rond, souvent, ils continuent à tourner en rond. Et à ce moment-là, après quelques années, on a la farce que ça ne pousse plus et on ne comprend pas pourquoi, que tout d'un coup, il est mort. Bon, s'il n'y a qu'un petit chignon de racines, c'est logique aussi que ça dessèche plus vite. Hein, quand on a un été chaud et sec, il faut bien, de temps en temps, certaines plantes donner à boire, surtout les premières années. Et s'il reste les premières années, pas tant qu'ils s'implantent, mais s'ils restent sur place, là, il faudra les arroser tous les ans, mais bon, essayer d'éviter. Alors, pour les arbres fruitiers, donc pommiers, poiriers, tout ça, il ne faut surtout pas donner beaucoup d'azote. Donc faire attention quand même aussi avec le compost maison et tout ça, l'engrais organique, puisqu'il y a de l'azote assez bien dedans. Je vais devoir boire un petit coup parce que c'est l'excuse. Hein. Donc, mettre un peu de potasse et de phosphore, éventuellement, donc dans la poudre d'os. Il y a très peu d'azote. Dans les cendres de bois, il y a très peu d'azote aussi, mais il y a beaucoup de potasse. Dans la poudre d'os, c'est plutôt les phosphates. La potancali ou la vinasse, ça c'est aussi des produits qu'on peut utiliser en bio. Ça c'est surtout la potasse aussi. Donc la potasse fait que les fruits seront plus beaux, la floraison sera plus belle aussi, et le goût sera meilleur. Tandis que les phosphates, ils font fleurir surtout aussi. Donc voilà, les deux combinés, et un peu d'azote. De toute façon, l'azote, il y en a toujours. Les mauvaises herbes qu'on fauche et qu'on laisse au pied, ou les fans de quelque chose qui reste au pied, donneront déjà un petit peu d'azote. Si on donne beaucoup d'azote, ça va pousser, mais faiblement, et avec une sève très attractive pour les pucerons. Donc on va être embêté par qu'il faudra tailler plus, et qu'on aura des pucerons. Après, il y a les fourmis qui s'installent pour protéger les pucerons, parce que eux, ils vont manger le miela, donc les excréments. Les pucerons, ça les intéresse fort parce que c'est sucré. Donc les coccinelles vont être chassées par les fourmis, les sylphes, etc. Donc voilà, et éviter de mettre de l'azote. Moi j'avais une fois une brouette de compost que je ne savais pas trop où mettre directement. Alors je l'ai culbuté près d'un pommier, c'est le seul de mon jardin, qui était attaqué à fond par les pucerons. C'est des expériences qui font que ça justifie la théorie, quoi.
Alors, quand on va vouloir semer à partir de fin février, je dirais en pleine terre, il y a peut-être certaines choses déjà qu'on peut commencer, mais là, après, on va un petit peu détailler ce qu'on peut commencer à semer. Il faut enlever le surplus de paillage qu'on a mis avant l'hiver, s'il en reste. Le plus que le sol est vivant, le plus vite que ça disparaît. Donc, moi, je vois chez moi certains endroits, il n'y a quasi plus rien à voir, et pourtant, il y avait une bonne couche avant l'hiver. Donc, on va écarter là où ce qu'on va semer pour que le sol il se réchauffe. Si maintenant c'est plus ou moins devenu du terreau, ben, il ne faut plus toucher. Mais s'il y a encore de la paille, qu'il y a encore des tiges et tout ça, une fois avec un cadre-dents et un croc, passer et enlever le plus gros, ça suffira. Le sol noir va réchauffer plus vite. C'est pour ça qu'on enlève tout ce qui est plus clair, surtout les pailles et les tiges de toutes sortes qui restent plus claires. On sait très bien quand on met un habit noir, ça chauffe plus vite que si on met un pantalon noir, par exemple, ou un pantalon blanc, on va sentir la différence. Là, le sol, c'est la même chose. Et il faut quand même que le sol a une certaine température, ça dépend des variétés de légumes, une certaine température pour que les graines savent germer. En plus, le sol, si c'est encore fort pailleux, il va être très 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 lourd, très très humide, tandis que s'il a déjà bien vécu le paillage, le sol va être souple comme tout. Ici, j'ai planté un peu des framboisiers, là. Le sol, c'est devenu meilleur que le terreau, quoi. C'est fou. Et malgré qu'il y a peu tant que ça pendant une période, c'est pas trop, c'est bien humide, mais c'est pas mouillé, c'est pas... Pourtant, j'avais un sol argileux, mais il y a quand même 25-30 ans que je fais le jardin. J'avais un sol argileux qu'on ne savait pas rentrer dedans, je cassais les manches de bêche, tellement que c'était dur, c'était de l'argile, quoi. Il y a des avantages, des inconvénients aussi. L'argile va pour certaines plantes être même meilleure aussi que quand c'est devenu vraiment trop vivant et trop léger. Enfin, c'est une éponge aussi, donc le sol reste beaucoup plus longtemps humide quand il y a eu beaucoup de paillage pendant plusieurs années. Voilà. Si le sol est encore compact, vous pouvez passer à la grelinette éventuellement pour un petit peu décompacter. Parfois ce n'est que au début, les premières années, c'est qu'une petite surface qui est légère. Après, à la longue, moi j'ai une couche comme ça facilement. Même je pense que je devrais aller plus profond pour tomber sur de l'argile. Donc voilà. Il n'y a plus de problème d'écoulement, de l'eau qui stagne, de l'eau qui emmène toutes les choses intéressantes et qui les lessivent. Donc, je peux que dire, essayer de pailler toute l'année pour garder l'humidité, etc., pour nourrir le sol. Mais bon, tout ça, on a déjà dit et redit pendant plusieurs fois. Chaque année, il y en a qui disent « Ah, j'ai semé mes courgettes, j'ai semé mes potirons ». Non, ça c'est milieu du mois d'avril, c'est déjà tôt. Donc les courges, les haricots, les doliques, les pommes de terre, les tournesols, attendre. Sinon, vous allez avoir, si ça va pousser, il faudra les garder toujours en gel. Et ça va devenir tellement grand que vous allez être embêté avec et ça ne sert à rien. Une courge, par exemple, semée maximum un mois avant le 15, donc vers le 15 avril, ça va être fort à temps pour la planter après les gelées. C'est sûr que dans le commerce, on trouve déjà des plants, même des tomates, on va bientôt en avoir. Mais bon, là il faut une serre chauffée. Pour les courges, tu ne vas pas chauffer ton jardin non plus. Mais bon, à ce moment-là, ils les vendent deux fois. Une fois pour les gelées et une fois pour les fruits après.
Attendez, soyez pas trop pressés, attendez un peu. Alors, les semis en pleine terre, pour l'instant. Le sol doit avoir à peu près 8 degrés. Ça, c'est pour avoir une idée. Hein. Bon, je sais bien, si vous avez, ça existe un thermomètre qu'on sait plus ou moins mesurer. Mais si, comme par exemple ici, on a une période toute la semaine qui va faire plus que 10 degrés, si le sol n'est pas trop couvert, le sol aura 8 degrés. Même les pluies qu'il va avoir cette semaine, logiquement, il prévoit des pluies à partir de mardi, presque pour toute la semaine. Les pluies ne sont plus aussi froides. On a l'impression qu'elles sont froides, mais en réalité, donc elles vont aussi aider à réchauffer le sol. Ce serait une période qui gèle tous les matins, et là, on n'aura peut-être pas les températures. Donc, si on n'a pas un thermomètre, il faut quand même de temps en temps réfléchir aussi, faire travailler un peu ses ménages. On sait avoir une idée. Mais en gros, la plupart des plantes, ils vont attendre que les conditions sont bonnes. Les fèves pourraient éventuellement pourrir. S'ils restent trop longtemps dans l'humidité et dans le froid, là c'est un peu plus risqué. Pour les haricots, mais qui n'est pas du tout le moment maintenant, c'est surtout les petits pois aussi. C'est plus important. Donc il faut une certaine chaleur pour les faire lever et pas trop humide. Voilà, on peut aussi les planter, les fèves, parce qu'eux, ils ne gèlent pas. Une fois qu'ils ont levé, ça ne gèle pas. Donc on peut aussi déjà les planter en petits pots. Et après les repiquer, donc dans des pots éventuellement de cette taille-là. Ça c'est quand même un peu petit. Ça dépend combien de temps qu'ils vont devoir attendre. Parce que ça fait quand même beaucoup de racines. Je pense qu'un pot comme ça, c'est mieux. Une ou deux fèves. Et puis, quand votre terrain est prêt, quand vous êtes prêt à travailler, vas-y alors. J'éviterai de travailler avec une fraise pour ne pas faire un massacre pour les vers de terre. Si vous avez mis un paillage, vous avez énormément de vers de terre assez près de la surface. Et si vous allez passer, ils vont être coupés, ils vont être broyés. Ils vont mourir. Un ver de terre coupé en deux n'est pas deux vers de terre. C'est deux demi-vers de terre morts. Ils bougent encore, mais bon, ils ne vont pas bouger très longtemps. À ce moment-là, si vous avez ça, et si vous avez des poules, ramassez-les, ceux qui sont coupés, et jetez plutôt aux poules. Sinon, ben, ça devient un engrais. C'est quand même dommage de gaspiller tous ces êtres vivants qui nous servent beaucoup. Surtout lorsqu'on en a mis un paillis, forcément, on a d'autant plus de vers de terre qui viennent à la surface, donc des raisons de plus. N'oubliez pas les limaces, donc j'ai déjà parlé de ça le mois passé, ça fait un mois, recommencez un peu et regardez un peu sous une pierre, sous une coupelle qui traîne au jardin, une planche, vous allez trouver les limaces, ils sont là. Même si on a déjà mis, maintenant j'ai encore des adultes, mais j'ai déjà des petits là, qui commencent à sortir. Donc continuez. Pour moi, la chasse aux limaces, c'est toute l'année. Pas tout essayer de d'oublier, parce qu'ils ont aussi leur intérêt dans la nature. Voilà. Donc les navets. Les choux et les radis peuvent éventuellement être semés aussi en pleine terre. Bon, maintenant, je vais en revenir tout à l'heure quand je vais montrer un peu les semis. Il faut éviter de semer en pleine terre. J'en parlerai tout à l'heure. Et il faut là à peu près 5 à 10 degrés de sol, la température du sol, 5 à 10 degrés. Donc on peut semer les choux hâtifs. Donc, oui. Pour les fèves, c'est combien? On peut les mettre déjà à l'extérieur pour les faire lever. Oui. Parce qu'ils annoncent du gel, assez. Oui, mais non, pas vraiment. La semaine d'après. Ah, la semaine d'après peut-être. Mais les fèves ne gèlent pas. S'ils sont en petits pots, si tu les mets en petits pots, mets-les quand même dans une serre froide, une véranda ou quelque chose, un garage, les quelques jours qu'ils pourraient geler. Mais si c'est en pleine terre, il n'y a pas de souci. Merci.
Voilà. Mais les choux et tout ça, semer, bon, les choux, les radis, c'est peut-être plus facile en place, dehors. Les navets, bon, on peut repiquer. Hein. Moi, l'année passée, j'ai repiqué des navets, ça marche très bien. Condition qu'on n'attend pas qu'on a déjà un navet pour les repiquer. Hein. Donc, quand ils sont légèrement grands, je dirais 5 cm, il faut les planter dehors. Hein. Mais ça, je vais en revenir tout à l'heure. Donc voilà, les choux, si vous les semez en pot, mettez-les au frais. Hein. Moi j'en ai déjà qui sont levés, mais si tu les laisses plus chauds, ils vont filer. Hein. N'importe quel chou. Chou-fleur, chou rouge, chou vert. Oui, oui. En principe, ça ne gèle pas. Les salades non plus. Quand une fois qu'ils sont levés, ils ne gèlent pas. Bien sûr, quand c'est en pot, là, faire quand même un peu de... Les épinards, les laitues, on peut aussi semer. Donc les laitues et les épinards, c'est entre 1 et 10 degrés qui lèvent la température du sol. Donc là, il n'y a pas trop de soucis. Même s'ils gèlent un peu, hein, une nuit ou deux, c'est pas grave. Hein. Ils attendront que ça soit plus favorable pour eux. Alors, les épinards, il faudra semer très clair, tous les 15 à 20 cm pour un grand épinard, ou bien il faut mettre des épinards, il y en a qui mettent des rangées assez serrées, mais ils coupent à fur et à mesure. Mais si vous les laissez serrer et grandir, ils vont attraper l'oïdium, le blanc, et ils vont pas être beaux de toute façon. Voilà. Mais Ignace, et quand il coupe, ça repousse alors? Ça repousse, une fois, 2 fois peut-être, et après ça monte en graines. Hein. Ah oui, pas compliqué. On fait les Oui, feuilles et tout. oui, oui. Prélever les feuilles, quoi. Oui. Si tu en as beaucoup, bah, tu coupes, et puis tant pis, tu as de la place qui se libère pour autre chose. Hein. Ça dépend comment on travaille.